peut-être qu'en ayant au global moins de jours de vacances, on pourrait avoir des journées moins chargées. Là, c'est un point majeur que vous annoncez maintenant, c'est-à-dire l'arrivée de l'intelligence artificielle qui accompagne les professeurs au quotidien. Quand on a moins de 8 sur 20, on ne passera pas les épreuves de rattrapage. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je pense que c'est quelque chose dont on doit se saisir. Alors, c'est pas forcément très populaire, j'en suis consciente. On se dit, quelle est la légitimité de ces personnes pour prendre ces portefeuilles gouvernementaux? Vos commentaires renvoient au fait que quand j'ai été nommé, j'ai dit je ne suis pas une spécialiste de l'éducation nationale. Le 8 septembre, le vote, c'est pas bon, le gouvernement tombe. Ce qui se joue, c'est l'avenir de notre jeunesse et donc c'est l'avenir de notre pays. Bonjour et bienvenue sur Brut, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau format sur notre chaîne YouTube, une interview politique en cette période de rentrée qui va être très chargée. Et chaque mois tout au long de l'année, je vais recevoir sur ces fauteuils des responsables politiques de tous bords, ministres, députés, sénateurs, élus, pour aborder les grands sujets qui vous concernent. Alors je vous invite à vous abonner à la page de Brut pour ne rien rater, à liker cette vidéo si elle vous a plu et aussi à commenter, échanger sous la vidéo parce que vous le savez sur Brut, on lit les commentaires et ça nous permet d'avoir vos retours pour nous améliorer et répondre à vos questions pour les prochaines interviews. En tout cas, pour cette première, je voulais recevoir une personnalité politique qui va être au cœur de l'actualité dans les prochains jours en cette rentrée et qui, j'en suis sûr, va répondre à vos questions que vous pouvez vous poser. Et c'est Elisabeth Borne. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Merci d'avoir choisi Brut à quelques jours de la rentrée scolaire pour plus de 12 millions de jeunes Français. Alors vous avez été Première ministre, députée et vous êtes aujourd'hui la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Et on a beaucoup de sujets à traiter avec vous sur l'école, l'orientation, la santé mentale, mais aussi sur les violences et le harcèlement scolaire. On en parlera longuement aussi après. Mais il y a une question qui est revenue énormément et je salue d'ailleurs toute la communauté Brut parce qu'il y a eu près de 12 000 commentaires sous la publication de l'appel à questions. Et il y a une question qui est revenue énormément, je vais presque m'en faire porte-parole de la communauté Brut, qui parlait du rythme 8h-13h. C'est-à-dire beaucoup d'élèves qui disent aujourd'hui, on n'arrive pas à suivre, les journées sont très longues, il y a des devoirs encore le soir. Est-ce que vous allez faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y aura des changements à venir ou pas? Alors vous savez que le président de la République a souhaité qu'il y ait une convention citoyenne sur la question des temps de l'enfant. Donc c'est le sujet plus global des différents temps de vie de l'enfant, le temps qu'on passe à l'école, au collège, au lycée, le temps qu'on passe dans des activités extrascolaires, la façon dont qu'est-ce qu'on fait de ce temps aussi, le temps qu'on passe sur les écrans. On sait que les jeunes passent en moyenne 5 heures par jour sur les écrans. Donc, il y a des citoyens qui s'emparent de tous ces sujets, ils ont défini des thématiques et on aura les propositions de ces citoyens au cours du mois de novembre. Ensuite, il y aura naturellement des concertations en fonction des propositions qui seront faites. Mais moi, je suis très consciente et notamment à chaque fois que je vais dans un collège, j'entends des collégiens qui me disent les journées, elles commencent tôt, elles sont très longues. On sait que les collégiens, en plus, souvent, ils se couchent tard. Ils passent du temps aussi sur leur smartphone le soir. Voilà, donc je pense que ça mérite qu'on parle de ce sujet et c'est l'objet de la Convention citoyenne. Donc là, au mois de novembre, il pourrait y avoir des propositions et peut-être envisager des changements pour la rentrée scolaire 2026-2027 ? Alors, il y aura des propositions et potentiellement des changements à venir pour la rentrée 26. Alors c'est la question qui se pose aussi sur les vacances scolaires. On sait que le président de la République a évoqué qu'elles pouvaient être trop longues. Est-ce que vous partagez aussi ce constat ? Je pense que ce qu'on peut se dire, c'est que les vacances scolaires, pour certains, c'est avec les parents l'occasion de réviser, de lire. Et puis il y a d'autres enfants qui n'ont pas le même cadre familial et qui oublient les acquis d'une année au moment de la rentrée suivante. Donc c'est une question qui se pose et ça fait partie des sujets dont les citoyens de la Convention pourront aussi s'emparer. Et vous, votre avis, vous seriez favorable à réduire un petit peu, à se dire on rentre quoi le 20 août, le 25 ? Alors, je ne vais pas me prononcer, on va laisser les citoyens faire leurs propositions. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'heures de cours chaque jour et peut-être qu'en ayant au global moins de jours de vacances, on pourrait avoir des journées moins chargées. Des journées moins chargées. Alors, il y a aussi la question du niveau scolaire qui est revenu énormément. Et il y a une phrase qui m'a interpellé cet été, venant d'ailleurs de quelqu'un de votre famille politique, Clément Beaune, qui est aujourd'hui haut commissaire au plan, et qui nous dit « Si le niveau des élèves en France n'est pas bon, c'est en grande partie à cause de la crise de vocation du métier d'enseignant ». Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'explications.
Ce qui est très clair, c'est que si on veut avoir des élèves bien formés, il faut consacrer beaucoup d'énergie et de moyens à la formation des professeurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai lancé une réforme du recrutement et de la formation initiale des professeurs. Vous savez qu'on recrute aujourd'hui des professeurs au niveau du Master 2 et certains sont directement mis en situation devant les élèves. C'est compliqué de gérer une classe et à la fois ces connaissances dont on a besoin pour pouvoir gérer une classe dans laquelle on sait qu'on a des élèves qui peuvent avoir des niveaux différents, dans lequel on accueille des élèves en situation de handicap, dans lequel il y a aussi, dans une société où il y a beaucoup de violence, de la violence qui peut rentrer dans les classes, je pense que ça mérite qu'on forme nos professeurs. Puis naturellement, il faut s'assurer qu'ils maîtrisent l'ensemble des disciplines, par exemple pour l'école primaire. Donc du coup, cette réforme de la formation initiale des professeurs, du recrutement et de la formation initiale, elle va entrer en vigueur pour le prochain concours, qui se tiendra au début de l'année 2026. On va recruter désormais les professeurs à la fin de la licence, donc la 3e année de licence. On met en place, à partir de la rentrée 2026, une licence pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on va enseigner les maths, le français, l'histoire géo, les SVT, tout ce qu'un professeur des écoles doit enseigner à ses élèves. Et ensuite, il y aura 2 années de formation en master. Les enseignants, les élèves fonctionnaires qui deviennent ensuite des fonctionnaires stagiaires étant rémunérés. Donc je le dis parce que je pense que... C'est une nouveauté que vous évoquez avec nous sur le recrutement des professeurs, sur le cursus pour devenir enseignant. Absolument. Et je pense que c'est important parce que moi je suis frappé par le nombre de jeunes importants qui peuvent, après le bac, avoir envie de devenir professeur. Et il n'y a pas de parcours aujourd'hui. Si vous voulez devenir professeur des écoles, vous cherchez à l'université. Aujourd'hui, il n'y a pas de parcours pour devenir professeur. Vous commencez à faire une année de licence, puis après, vous pouvez passer effectivement le concours à la fin de votre 2e année de master. Et là, je pense que c'est important de dire à tous ces jeunes qui ont envie de s'engager dans un métier qui est formidable, en fait, où on prépare l'avenir de notre jeunesse et donc l'avenir de notre pays, voilà le cursus que vous pouvez suivre de la licence. À partir de la licence, et ensuite, vous êtes rémunéré, 1 400 € net par mois la première année de master, 1 800 € net la 2e année de master. Et donc, je pense qu'on va faciliter l'engagement des jeunes vers ce beau métier de professeur. Alors, quand on parle de la crise de vocation, vous parlez justement des parcours, de les faciliter. Mais il y a aussi la question de la rémunération qui est quand même régulièrement évoquée. Des professeurs qui disent... C'est vrai que c'est un métier engageant, passionnant, et ils le font avec cœur, mais en même temps, il faut aussi vivre dans un moment où l'inflation a été galopante ces dernières années. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être prévues aussi pour améliorer les conditions de vie des enseignants ? Alors, les conditions de vie, c'est quelque chose de très global. Et vous savez, moi, je veux mettre le paquet pour cette rentrée sur la sécurité, le climat scolaire dans nos établissements. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vraiment les gens sur la rémunération, c'est pouvoir vivre dignement. Oui, sur la rémunération, on a revalorisé les débuts de carrière. C'est à peu près 15% de revalorisation entre l'année 2022 et l'année 2024. C'est clair que ensuite, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il y a une espèce de plateau assez désespérant pour les enseignants. C'est ça, c'est ce qu'on entend sur souvent. Lequel, pendant de nombreuses années, finalement, votre rémunération ne progresse pas beaucoup. C'est un sujet dont il faut s'emparer. Alors le contexte budgétaire est ce qu'il est, mais je continue à penser que c'est important qu'on puisse donner des perspectives d'évolution et de progression de rémunération plus importantes pour nos enseignants. Et comment on arrive à s'en emparer dans ce contexte justement qui est compliqué ? Vous parlez de restrictions budgétaires, on dit à tout le monde faut serrer un peu les cordons de la bourse. Mais en même temps, il y a quand même ces réalités-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'un professeur qui a ce plateau parfois pendant 10-15 ans, dans tout autre métier quasiment, vous avez des hausses de salaire qui vont se répercuter au fur et à mesure des années. Je mesure le contexte budgétaire, mais moi je dis ça reste une priorité. Donc on verra dans les débats budgétaires comment on peut s'en emparer. Mais je pense que de rendre ce métier plus attractif, d'attirer des jeunes, surtout de s'assurer qu'ils ne se découragent pas au bout de quelques années, c'est vraiment fondamental. On doit vraiment tous avoir en tête que ce qui se joue, c'est l'avenir de notre jeunesse et donc c'est l'avenir de notre pays. Alors l'avenir de la jeunesse, justement, on parlait du niveau des élèves en lien justement avec la crise de vocation du métier d'enseignant. Comment on explique aussi que le niveau des élèves baisse ?
au fur et à mesure des années. On a la dernière étude PISA qui porte sur l'année 2024, qui montre que la France se classe 23e en mathématiques. Elle était 11e en 2000, 28e en lecture, 15e en 2000. Comment on explique qu'en l'espace de 25 ans, il y a eu cette diminution de niveau ? Je pense que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on ne consacre pas moins de moyens que les autres pays à l'éducation. On n'en met sans doute pas assez sur le premier degré. C'est le moment, l'école primaire, où on acquiert vraiment tous les savoirs fondamentaux. Si on rentre au collège en maîtrisant pas bien la lecture, l'écriture, le calcul, le raisonnement, on est handicapé tout au long de sa scolarité. Et donc c'est ce à quoi on s'emploie à répondre. Vous savez qu'on a mis en place le dédoublement dans les zones d'éducation prioritaire, en CP, en CE1, en maternelle grande section, qu'on a aussi mis en place des groupes de besoins pour ceux qui rentrent au collège et qui ne maîtrisent pas tous les savoirs fondamentaux. Donc, c'est des sujets qu'on prend à bras-le-corps. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un ensemble. Bien former nos professeurs, rendre le métier attractif et puis mettre le paquet sur l'école primaire et l'entrée au collège où on doit s'assurer que chacun maîtrise les savoirs fondamentaux. Alors, d'un côté, on voit en parallèle le niveau qui baisse, mais en même temps, le taux de réussite à certains examens ne cesse d'augmenter. Je prends le parallèle, par exemple, au taux de réussite au bac. Dans les années 70, il était de 65%. On est à près de 92% cette année. Finalement, est-ce que ces diplômes, quand on voit un taux de réussite aussi élevé, ils gardent une certaine valeur aussi importante dans la société ? Alors, je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de doute sur la valeur du diplôme. Et du coup, moi, j'ai regardé ce qui s'est passé dans les corrections du bac. Vous savez qu'on peut donner des points jury. Des points jury, c'est-à-dire vous avez moins de 8 sur 20. 8 sur 20, c'est la note qu'il faut avoir pour passer les épreuves de rattrapage. On vous donne des points et vous passez quand même l'épreuve de rattrapage. Ou vous avez 9 sur 10 et on vous donne des points et comme ça, vous avez le bac. Je pense qu'il faut être plus prudent sur la façon dont on donne ces points pour ne pas semer le doute sur le niveau du bac. Donc, à partir de la prochaine session, quand on a moins de 8 sur 20, on ne passera pas les épreuves de rattrapage. Donc, il n'y aura plus ces points. Il n'y aura plus ces points. Et au total, les candidats ne pourront pas avoir plus d'un demi-point de moyenne avec ces fameux points jury. Je pense que c'est... Alors, ce n'est pas forcément très populaire, j'en suis consciente. Je pense que c'est important que chacun soit convaincu que quand on a son bac, ça veut dire qu'on maîtrise toutes les connaissances, les compétences qu'on doit acquérir au long de sa scolarité, et puis que par ailleurs, on est bien préparé pour réussir dans l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça qu'on va resserrer les consignes sur les points qui peuvent être donnés. Oui, ce qui était un peu moins le cas aujourd'hui, on voyait pas mal de critiques justement qui disaient on a l'impression que maintenant le bac, on le passe, on l'a automatiquement, presque. Voilà, et donc je pense que c'est l'intérêt de personne de semer ce doute sur le niveau du bac, et donc c'est pour ça que j'ai pris ces décisions. On a une question justement qui revient énormément, et c'est un sujet dont on traite souvent sur Brut, qui est lié à l'intelligence artificielle. Les élèves sont de plus en plus nombreux à utiliser l'IA dans leur vie de tous les jours. Est-ce que c'est pour vous une menace encore plus grande pour le niveau scolaire ? Non, je pense que l'IA, c'est vraiment une révolution. Et donc, il faut qu'on s'en empare pleinement. Vous avez raison, je crois que c'est à peu près 90% des lycéens qui ont déjà utilisé ou qui utilisent régulièrement une IA générative, sans être forcément conscients des atouts, mais aussi des limites de l'IA. Donc, à partir de cette rentrée, on va proposer des formations courtes, les formations PIX, vous savez, pour sensibiliser les collégiens et les lycéens sur, je vous dis, à la fois les atouts, mais aussi les limites de l'intelligence artificielle. Et ces formations, elles seront obligatoires en 4e et en seconde. Donc, je pense que c'est important que tout le monde, chacun, soit bien conscient des atouts et des limites de l'intelligence artificielle. Évidemment, on va aussi former les professeurs. Et puis, c'est aussi un outil qui peut être assez formidable, l'intelligence artificielle. Donc, on va proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leur métier, et notamment qui peut à la fois leur permettre de préparer les cours. Évidemment, à la fin, c'est le professeur qui doit finaliser son cours, mais lui débroussailler le travail, si je peux dire, et puis aussi permettre, et il y a des outils qui vont dans ce sens, permettre de mieux comprendre
ce qu'un élève a compris et ce qu'il n'a pas compris et ce que sont ses blocages. Donc je pense qu'on peut en faire un vrai levier pour faciliter l'apprentissage. Après, il faut que chacun soit conscient que c'est un peu comme un cerveau auxiliaire. Ça ne dispense pas de faire marcher son cerveau, ça ne dispense pas d'apprendre à raisonner, d'apprendre à réfléchir, et pour ça, il faut aussi avoir des connaissances. Donc c'est simplement un outil qu'on doit savoir bien utiliser. Là, c'est un point majeur que vous annoncez maintenant, c'est-à-dire l'arrivée de l'intelligence artificielle qui accompagne les professeurs au quotidien. C'est quand même une révolution quelque part. Oui, je pense que c'est un outil qui révolutionne toute notre société, et cet outil, il faut qu'on le mette au service de nos professeurs pour qu'ils, dans tous leurs gestes métiers, la préparation des cours, la compréhension des difficultés des élèves. Et donc ça s'articule comment? C'est une interface qui va être disponible à partir de la rentrée? Qui sera disponible plutôt dans le au début de l'année 2026, puisque donc c'est un outil qu'on va élaborer dans les tout prochaines semaines. Donc là, il y a plusieurs mois d'élaboration. Donc début 2026, cet outil, le professeur se connecte à une interface et il peut poser une question à l'intelligence artificielle, être aidé pour élaborer son cours, proposer des solutions dans l'écriture, etc. Ça peut l'aider à préparer son cours, qui reste sous sa responsabilité. On a, vous savez, publié un cadre d'usage au mois de juin dernier pour dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire avec l'intelligence artificielle. Donc c'est le professeur qui est responsable du contenu de son cours. Évidemment, il peut s'appuyer sur une intelligence artificielle. De la même façon, les élèves, quand ils sont à la maison, ils peuvent aussi s'aider quand ils ont un devoir à faire avec l'intelligence artificielle. Laisser l'intelligence artificielle faire le devoir, c'est de la triche. Donc autant appeler les choses par leur nom. Et puis par ailleurs, le jour du contrôle, on n'aura pas forcément l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc, je pense que qui avait tenté un examen. Mais vous voyez, je pense que vraiment l'objectif, c'est d'apprendre à chacun à bien s'en servir, à en comprendre les limites, à en comprendre aussi l'utilité. Et je vous dis, pour notamment déceler les fragilités, les difficultés d'apprentissage des élèves, je pense que ça peut être un outil très intéressant pour les professeurs. Mais comment, justement, on en évite aussi les dérives? Vous évoquez à l'instant les triches. C'est-à-dire que, oui, il y a un devoir maison à faire. Allez hop, on va... Sur l'intelligence artificielle, on dit fais-nous le devoir et en 30 secondes, c'est réglé. Comment on fait aujourd'hui pour détecter ça? Parce que c'est une vraie menace aujourd'hui. Je veux dire, l'élève, il rentre chez lui, il fait ça, et puis au final, il n'a rien appris, il a juste copié-collé ce que l'IA lui a dit. Aujourd'hui, il peut aussi demander à son grand frère ou à son papa, ou à sa maman. Bon, le jour de l'examen, on n'aura pas l'intelligence artificielle à sa portée. Mais ça peut être utile, et je pense qu'il faut qu'on apprenne aux élèves à s'en servir. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup réagir les jeunes sur les réseaux sociaux ces derniers jours, je pense que vous l'avez vu, c'est notamment le décès du streamer Jean Portmanov. On en parle beaucoup et je voulais vous en parler parce que ça parle aussi dans la société de l'exposition des jeunes, des élèves justement, qui vont à l'école au quotidien. Et je voulais avoir votre réaction. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction pour vous en tant que ministre de l'Éducation que vous êtes, de voir ces jeunes qui ont pu être exposés pendant des mois, voire des années, à ces contenus où il y avait très manifestement de la violence envers cet homme. On rappelle qu'il y a une enquête qui a été ouverte, que la ministre du Numérique a notamment saisi l'Arcom et également Pharos. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce que ça m'inspire, d'abord que c'est un fait absolument dramatique, et moi j'ai forcément une pensée pour les proches de cet homme qui décède en direct. C'est quelque chose d'absolument effroyable. Je pense que ça nous montre aussi que c'est important de protéger les jeunes d'une surexposition aux écrans, de les protéger des contenus ultra-violents, de toute cette violence qui se déverse aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de généraliser ce qui s'appelle portable en pause, c'est-à-dire qu'au collège, on laisse le téléphone de côté. Donc on arrive, on le met dans un... Voilà, on le met dans une pochette, on le met dans un casier, on le met au fond du cartable. Tous les établissements là-dessus sont dans tous les établissements. Et je pense que c'est important aussi parce qu'on voit avec cette surprésence des smartphones que les élèves, au lieu de se parler à la pause, ils sont sur leur téléphone en train de regarder des réseaux sociaux qu'on ne citera pas, plutôt que d'échanger avec leurs camarades. Donc je pense que c'est très important qu'on ait ces moments de pause.
un des axes aussi que moi je porte dans cette rentrée, c'est que naturellement, il faut que les parents partagent aussi cet objectif, parce que si on interdit le portable au collège, mais que quand le jeune est chez lui, les parents ne font pas attention au temps que le jeune passe sur les écrans, on ne va pas y arriver. Vous savez qu'un jeune il passe 20% de son temps global à l'école. Donc 80% c'est ailleurs. Et donc du coup, on a vraiment besoin de travailler sur ces sujets avec les parents. Mais en tout cas, déjà, limiter la surexposition aux écrans. Et puis, vous avez sans doute vu que l'Europe, après qu'on se soit tous mobilisés, permet désormais qu'on puisse interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je pense que c'est quelque chose dont on doit se saisir et c'est ce qu'on va faire. Évidemment... C'est que le président de la République l'a évoqué. Absolument. C'était notamment dans la commission écran qu'il avait réuni une des préconisations. Ensuite, il ne s'agit pas de dire on vous interdit l'accès aux réseaux sociaux. Oui, parce que c'est la question justement entre consignes et... rentrer aussi dans l'intimité des gens. Ça me fait rebondir par exemple à la proposition de Gabriel Attal, de votre famille politique, l'ancien Premier ministre, qui évoquait, voilà, au bout de 30 minutes, on va passer les vidéos en noir et blanc. Alors on a vu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui ont un peu ironisé sur cette proposition, en disant, d'un côté, on peut comprendre parce que ça peut permettre de mettre un frein à l'utilisation abusive trop longue des réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes, mais d'un autre, c'est aussi une intrusion dans la vie privée des gens, de se dire, moi si j'ai envie de regarder pendant 1 heure avec de la couleur, qu'est-ce qu'on vient m'ennuyer ? Oui. Enfin, je pense vraiment que quand on voit les contenus, et vous évoquiez le drame du décès de ce streamer, quand on voit la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut protéger notre jeunesse. Et dans le même temps, il faut aussi éduquer à un usage raisonné des réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de dire avant 15 ans c'est interdit, et puis à partir de 15 ans, voilà, vous basculez dans un monde auquel vous n'êtes pas préparé. Donc c'est toute l'éducation aux médias et à l'information qu'on doit apporter aux élèves. Mais je pense vraiment que cette surexposition à des contenus violents, ça a des impacts évidents sur la santé mentale. Et il faut absolument qu'on protège nos jeunes. Ça permet de rebondir sur une question. Vous évoquez justement la collaboration avec les parents. Moi, je me pose toujours cette question, c'est où s'arrête la responsabilité de l'éducation nationale, de l'État et la responsabilité des parents. On en a beaucoup parlé, notamment quand il y a eu les violences en 2023, après les émeutes, où il y avait des débats politiques qui disaient l'État a une responsabilité dans la violence des jeunes, d'autres qui disaient c'est les parents qui sont trop laxistes, qui font rien. Vous, c'est quoi votre positionnement? Où s'arrête la responsabilité de l'État et où commence celle des parents? Enfin, moi, je pense qu'on peut réussir qu'ensemble. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, je vous dis, mettre vraiment l'accent sur le travail en commun entre l'éducation nationale et les parents en cette rentrée. Je réunissais les recteurs ce matin et je leur ai dit que dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, il faut absolument qu'il y ait une réunion de rentrée avec les parents où on puisse aborder les objectifs qu'on doit porter ensemble. La lutte contre la violence, la lutte contre la circulation des armes blanches chez les jeunes, c'est quelque chose qu'on doit porter ensemble. La lutte contre la surexposition aux écrans, aux contenus violents, c'est quelque chose qu'on doit porter ensemble. Donc je pense que c'est indispensable qu'on puisse travailler la main dans la main avec les parents. Et c'est pour ça que j'ai souhaité et qu'on va mettre en place dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, une charte des relations école-parents qui fera l'objet d'échanges entre les équipes pédagogiques et les représentants des parents, qui sera passé au conseil d'école ou en conseil d'administration, qui sera ensuite publié dans chaque établissement, pour que précisément on fixe bien les obligations, les droits et devoirs de chacun pour accompagner au mieux les élèves. Accompagner les élèves, ça me permet de rebondir sur un sujet qui est aussi énormément revenu dans les commentaires, c'est le sujet du harcèlement scolaire. On sait que depuis quelques années, les différents ministres de l'Éducation nationale en parlent énormément, qu'il y a des mesures qui ont été mises en place. Néanmoins, quand on va sur le terrain, quand on discute avec les parents, avec les enfants, on entend toujours les mêmes mots et les mêmes difficultés. Il n'y a pas une semaine, par exemple, sur Brut, où on ne reçoit pas des messages de parents ou d'élèves qui vont nous dire, quand on signale des faits de harcèlement à la hiérarchie de l'établissement scolaire, on n'est pas toujours... Alors des fois oui, mais il y a encore des situations où ça bloque, où c'est pas entendu, où c'est pas pris suffisamment à la hauteur de ces faits. J'ai envie de vous poser cette question, c'est finalement, ok, on a mis des mots, M-O-T-S, mais pas suffisamment pour régler ces mots M-A-U-X, qui sont encore très présents. Alors, vous savez qu'on agit
Beaucoup, comme vous l'avez dit. Moi, j'avais porté en tant que Première ministre un plan interministériel de lutte contre le harcèlement en 2023. Et il faut continuer à faire plus pour lutter contre le fléau qu'est le harcèlement. Il faut absolument arriver à libérer la parole des élèves, qui puissent en parler aux enseignants, qui puissent en parler au personnel de vie scolaire, au personnel de santé. Elle a l'air libérer cette parole, en tout cas peut-être pas totalement, mais de plus en plus. Mais il y a encore ce plafond de verre où ça se heurte face parfois à des enseignants, une vie scolaire qui n'est pas toujours à la hauteur pour prendre en compte ces remarques. On a encore ces drames qu'on entend régulièrement. Enfin, moi, j'entends comme vous des parents ou des jeunes qui disent « on ne m'a pas écouté ». Voilà. Donc, du coup, à partir de cette rentrée, là aussi, quand on a un signalement sur un fait de harcèlement, on va accompagner les établissements sur la procédure à mettre en place avec les mesures qui doivent être prises, et notamment l'exclusion de l'élève harceleur, si c'est nécessaire. Mais donc, du coup, on va aider les établissements à faire toutes les étapes pour faire cesser le harcèlement et protéger le jeune, et en transparence avec les parents de la victime. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, les accompagnants de vie scolaire sont assez bien formés pour traiter ces situations-là? Parce que c'est peut-être aussi la question. Bien sûr. Ils doivent être tous formés, donc le programme se déroule et on va continuer ces formations pour s'assurer que les professeurs, que tous les personnels de vie scolaire sont bien sensibilisés à ces enjeux. Alors quand on parle de harcèlement, ça me permet aussi de rebondir sur ce qui a été appelé la grande cause nationale, la santé mentale des jeunes. On a ce sondage de Odoxa, Mutualité française, en septembre 2024, qui dit que 55% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. C'est 35% qui estiment ne pas prendre soin de leur santé mentale. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Que c'est vraiment un fléau. On peut effectivement avoir d'autres chiffres. Un jeune sur 5 est en souffrance psychique. Donc on doit vraiment mettre le paquet pour repérer ces situations et naturellement pour assurer la prise en charge des jeunes. Donc moi j'avais convoqué des assises de la santé scolaire au mois de mai dernier. On a mis vraiment le paquet sur ces questions de santé mentale. On va former tous nos personnels. On va mettre en place des personnels repères, 2 personnes particulièrement formés dans chaque établissement pour déceler ces problèmes de santé mentale, ces difficultés qui peuvent devenir de la détresse et qui peuvent déboucher sur des drames où le jeune se met en danger, ou parfois il met en danger les autres. Moi j'ai en tête les drames qu'on a vécus à Nantes et à Nogent. Donc du coup, que tout le monde soit mobilisé pour repérer ces détresses psychologiques, psychiques, c'est vraiment fondamental. Ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, les autres élèves voient des choses que les adultes ne voient pas. Et du coup, on va mettre en place des formations pour les jeunes eux-mêmes, évidemment les jeunes qui sont volontaires, mais comme on a les ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement, je pense que c'est important qu'on puisse permettre aux jeunes qui le souhaitent de s'impliquer, donc qu'ils aient des formations pour repérer ces signaux faibles et ensuite qu'ils sachent comment aller en parler au personnel de vie scolaire, au personnel de santé de l'établissement. Donc là, ce que vous allez faire, vous avez un professeur ou quelqu'un de l'établissement qui évoque cette situation par rapport à la santé mentale et qui propose à des élèves de pouvoir devenir volontaires. Et ils ont une formation de quelques heures, individualisés pour leur permettre ensuite, derrière, de remonter ces faits. C'est à partir du mois de janvier prochain qu'elles se mettront en place. Donc on est en train de préparer ces modules de formation pour aider les jeunes à repérer la difficulté des autres jeunes, aider à repérer les jeunes qui sont en souffrance psychique et puis bien sûr pouvoir aller en parler avec les personnels de l'établissement. Donc l'idée, c'est d'avoir 1 ou 2 référents par classe L'idée, c'est de former tous ceux qui le souhaitent. Donc par exemple, si dans une classe, il y en a 10 qui veulent faire la formation, ils pourront faire la formation. Mais donc, moi, je vous dis, je pense que, évidemment, souvent, c'est plus les autres jeunes qui se rendent compte que l'un de leurs camarades
est en difficulté, en souffrance, voire en détresse. Et donc c'est important qu'on aide les élèves à détecter ces situations. Naturellement, ça n'engage pas leur responsabilité. Naturellement, ce sont bien aux adultes de prendre en charge le jeune en difficulté. Vous savez qu'on a par ailleurs noué des partenariats avec les centres médico-psychiques et psychologiques et avec les maisons des adolescents pour, une fois qu'on a repéré qu'un jeune a des problèmes de souffrance psychique, psychologique, qui puisse avoir une forme de coupe-fil pour pouvoir accéder à ces centres médico-psychologiques et puis que par ailleurs, il puisse, le cas échéant, si on a un risque de passage à l'acte, être pris en charge dans les 24-48 heures. La nouveauté que vous expliquez donc pour janvier 2026, la mise en place. Donc pour les formations et ensuite qui seraient traduites concrètement pour la rentrée Qui vont se mettre en place à partir de janvier et donc des jeunes pourront suivre ces formations à partir du mois de janvier prochain. Ensuite la mise en place. Ça me permet de rebondir justement, vous évoquez ce qui s'est passé à Nantes et à Nogent. L'année scolaire 2024-2025 a été marquée par des actes de violence dramatiques à l'école. On se souvient de Mélanie, cette surveillante qui a été poignardée à Nogent en Haute-Marne, ou cet élève de seconde à Nantes qui a été tué aussi à l'arme blanche. On se dit concrètement, même si on avait un petit peu parlé, j'ai envie de poser cette question, mais comment allez-vous faire cesser cette violence dès cette rentrée, quand on parle de ces armes blanches qui circulent? Alors on sait qu'il y a les fouilles qui sont faites dans les sacs, etc. Mais ça n'a pas empêché, par exemple, le drame de Nogent. Ça n'a pas empêché le drame de Nogent. On va naturellement continuer ces fouilles. On redonnera des instructions conjointement avec le ministre de l'Intérieur pour qu'on continue ces opérations de fouilles. Vous savez qu'à partir de cette rentrée, un élève qui introduit une arme dans un établissement doit être traduit devant un conseil de discipline et puis il y a un signalement au procureur. Et là aussi, on évoquait le rôle des parents. Moi, je souhaite qu'on qu'on systématise les plans d'accompagnement et de responsabilisation, parce que là aussi, quand on a un jeune qui commet des actes violents ou qui introduit une arme, il faut que les parents aussi s'impliquent aux côtés de l'école, aux côtés des forces de l'ordre, naturellement, mais en tout cas, il faut que les parents soient à bord aussi pour accompagner le jeune. Vous des parents démissionnaires un peu? Moi, je ne vais pas porter des jugements généraux. Non, mais voyez, je dis que, effectivement, c'est important que les parents, quand on voit des jeunes qui arrivent au collège avec une arme, on peut se dire que les parents pourraient regarder le matin ce qu'il y a dans le sac de l'élève. Donc voilà, c'est pour ça que je pense vraiment qu'on ne peut avancer sur ces sujets qu'en travaillant la main dans la main avec les parents. Un tout autre sujet, mais aussi très important, c'est celui de la grosse inquiétude qui se fait entendre, voire même un sentiment d'injustice pour les parents des enfants en situation de handicap. Des milliers d'entre eux vont faire leur entrée sans accompagnement adapté à leurs besoins. C'est ce que dénonce l'UNAP, le premier réseau d'associations en France, ce lundi 25 août. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui ? Ce que j'ai à leur dire, c'est qu'on pourra rééchanger sur les chiffres qu'ils ont publiés, qui portent sur 3000 élèves. Bon, vous savez qu'on est passé de 320 000 élèves en situation de handicap accueillis à l'école à 520 000 désormais accueillis. Évidemment, il faut faire mieux. 92%, je crois, des élèves en situation de handicap peuvent bien bénéficier d'un accompagnement par un accompagnant d'élèves en situation de handicap, les AESH. Je peux dire à tous ces parents et à ces jeunes que vraiment, on est mobilisés pour accompagner au mieux. C'est pour ça qu'à partir de cette rentrée, on va déployer des nouveaux dispositifs qu'on avait expérimentés à la rentrée 24, ce qu'on appelle des pôles d'appui à la scolarité, dans lesquels vous avez un enseignant spécialisé, des personnels médico-sociaux qui peuvent intervenir plus vite, donc plus tôt et mieux, je pense, pour pouvoir repérer, identifier des difficultés qu'un élève peut rencontrer et proposer des accompagnements sans attendre, vous savez, ce que tous les parents peuvent attendre et trouver trop long, la notification par la MDPH, donc la structure qui peut prescrire un accompagnant en situation de handicap. Et donc, du coup, 500 de ces pôles d'appui à la scolarité se mettent en place dès cette rentrée pour intervenir au plus vite, au plus tôt, au mieux auprès des élèves. C'est-à-dire 8% qui sont... Absolument, mais je peux vous assurer que
voilà, tous les rectorats, ça reste toutes quand les même directions triste de académiques. dire qu'en France, en 2025, on a près d'un enfant sur 10 presque, avec 8%, qui n'ont pas cet accompagnement adapté. On se dit, mais enfin voilà, on est souvent extargué la France par rapport à sa puissance, etc. De se dire comment dans un pays comme la France, on est encore... On doit évidemment faire mieux, et ça passe aussi par le fait de pouvoir recruter ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Vous savez qu'on a revalorisé leur rémunération. Voilà, maintenant, ils passent en contrat à durée indéterminée au bout de 3 ans. C'est clair qu'il faut rendre ce métier plus attractif. C'est un métier essentiel pour le bon accompagnement de nos élèves. Et donc, on devrait faire des propositions dans le courant de l'automne pour rendre ce métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, qui sont souvent des accompagnantes, plus attractif. Et on bute aujourd'hui, quand je vous dis qu'il en manque, on bute aussi sur des questions de recrutement et donc d'attractivité. Il faut aussi avancer sur ce plan-là. Et peut-être aussi, vous savez qu'aujourd'hui, les accompagnants, qui sont donc souvent des accompagnantes, peuvent avoir des emplois du temps éclatés entre plusieurs écoles, plusieurs établissements. On va expérimenter dès cette rentrée dans 3 départements le fait d'affecter ces accompagnantes ou accompagnants à une école, à un établissement, pour une meilleure continuité d'accompagnement des élèves et aussi pour rendre ce métier, là encore, plus attractif et avoir une plus forte implication, une meilleure coordination avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. On parle de l'attractivité des moyens, ça me permet de rebondir dans le contexte budgétaire que l'on connaît. Est-ce que vous pouvez garantir que l'Éducation nationale conservera les mêmes moyens pour l'année 2026 ? Alors, les discussions budgétaires n'ont pas encore démarré. Ce que je peux dire, c'est que pour cette rentrée 2025, vous savez qu'on a à peu près 100 000 élèves de moins. Et la baisse va continuer, et elle s'accélère même dans la perspective de la rentrée 2026. Et on fait cette rentrée avec le même nombre de postes d'enseignants. Ce qui fait que le taux d'encadrement, ou si on le prend autrement, le nombre d'élèves par classe, notamment dans le premier degré, n'a jamais été, le nombre d'élèves par classe n'a jamais été aussi bas. Donc voilà, je pense qu'on met des moyens dans l'éducation nationale. Moi, j'entends parfois... C'est la question pour 2026, parce que c'est vrai. Alors, c'est vrai que pour 2025, il y a eu le budget de cette année, mais oui, il y a quand même les perspectives. Parce que c'est vrai que quand on entend... Année, vous savez, parce que parfois, j'entends, on est dans des budgets d'austérité pour l'éducation nationale qui n'est pas une priorité. C'est 16 milliards d'euros de plus, le budget de l'éducation nationale en 2025 qu'en 2017. 16 milliards. Donc, ça n'est pas rien. Les documents qui ont été transmis aux parlementaires montrent que le budget est préservé pour 2026. Naturellement, il y aura des discussions budgétaires qui doivent se tenir cet automne. Alors, on parle de beaucoup de choses depuis tout à l'heure, de beaucoup d'annonces, de ce que vous voulez mettre en place pour la rentrée. Mais ça me permet quand même de poser cette question, parce qu'on se dit, est-ce que vous allez pouvoir mettre tout ça en place ? Je veux dire, le discours de François Bayrou en début de semaine, qui parle de ce vote de confiance à l'Assemblée. Si on fait les calculs de toutes les partis politiques hier, il n'y a pas de suspense, vous allez tomber le 8 septembre. Alors, je pense qu'il faut faire confiance aux parlementaires. Ce que François Bayrou a souhaité, c'est de pouvoir partager le diagnostic. Il ne demande pas aux parlementaires de valider le budget pour 2026. Mais les partis politiques ont déjà répondu. Ils ont déjà dit, les calculs sont clairs. Aujourd'hui, si les partis politiques font ce qu'ils ont dit là, le 8 septembre, le vote, c'est pas bon, le gouvernement tombe. Il n'y a pas trop de suspense en l'État. Il reste 15 jours pour les convaincre. 15 jours pour les convaincre, mais 15 jours, vous pensez, si ça s'arrête le 8, tout ce que vous dites là, vous arriverez à le mettre en place ? Enfin, vous savez, l'éducation nationale, la rentrée, elle se déroule. Je dis ça parce que j'entends... Parce que là, c'est vrai qu'on parle de fait pour janvier prochain. J'entends y compris des gens qui nous disent « mais comment va-t-on tenir la rentrée ?» Donc la rentrée, elle se tient. Les mesures dont j'ai parlé, elles se mettent en place. Notre institution, elle fonctionne. Et voilà, ces mesures, elles s'appliquent. Donc il y a eu ce discours. Est-ce que vous étiez au courant de l'annonce un petit peu avant ? Non, le Premier ministre nous a réunis juste avant son annonce. Donc, quelques minutes avant, vous apprenez cela ? Voilà. Vous en pensez quoi ? Non, mais je pense que son message a été très clair dans la conférence de presse. Le débat, il s'est beaucoup reporté ces dernières semaines et pendant l'été sur le refus par certains d'une mesure, le refus par d'autres d'une autre mesure. Ce que le Premier ministre souhaite partager avec les parlementaires, c'est le constat
d'une urgence à redresser nos finances publiques. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient que quand la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye tous les ans pour financer notre dette, dépasse le budget de l'éducation nationale, pourrait atteindre les 100 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sans doute de la justice réunie, il y a vraiment une urgence à redresser nos finances publiques, à baisser notre dette. Sinon, c'est notre capacité à porter ces politiques pour certains, c'est vu comme une démission anticipée, quelque part, de se dire, au lieu d'aller comme Michel Barnier jusqu'à un potentiel vote et à déclencher un 49-3 à la dernière minute, de se dire, bon, on ne va pas aller jusqu'à là, début septembre, soit vous votez pour moi et c'est bon, soit c'est fini. Enfin, voilà, c'est un électrochoc que le Premier ministre a souhaité pour dire, voilà, partageons au moins ensemble, et je pense que ça, les discussions avec les groupes parlementaires peuvent au moins arriver à converger sur ce point. Oui, la situation de nos finances publiques est grave. Et oui, si on n'agit pas pour baisser notre déficit, pour limiter la progression de notre dette et arrêter la progression de la dette, le pays est en train de se priver des capacités de porter demain des bonnes politiques éducatives, des bonnes politiques de recherche, des bonnes politiques de transition écologique. Donc je pense que c'est important qu'on partage tous ce constat. Mais d'un côté, durant ce quinquennat, on aura quasiment revisité toute la Constitution, les 49.3, la dissolution, motion de censure, vote de confiance. Finalement, c'est quand même assez bouleversant à suivre pour beaucoup de gens ces dernières années, la politique française. Alors, c'est clair qu'il y a une certaine instabilité. Et voilà, je pense que c'est important, et quand on est responsable et ministre, qu'on se dise qu'on essaie de garder le cap et d'agir au maximum pour les Français. Et vous préparez à vous dire déjà dans vos têtes, dans 15 jours, c'est fini? Moi, je ne me pose pas vraiment la question de ma situation. Je pense que la question qui se pose à nous tous... Elle se pose quand même dans votre action, parce que... La question... si le 9 septembre, vous ne pouvez plus agir, c'est vous savez, quand on est ministre, première ministre, on ne sait jamais pour combien de temps on l'est. Et je pense qu'il faut toujours agir en se projetant et en ayant en tête l'intérêt des Français et du pays. Si vous étiez Premier ministre, vous l'auriez fait, ça? On a chacun son tempérament. Très bien. Il y a une question qui est pas mal revenue aussi dans les commentaires qui voulait réagir à certains de vos propos. Une phrase qui vient de vous-même qui disait « Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle ». Voilà, dans les commentaires, par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Ma fille en moyenne section, elle veut être dresseuse de licorne, c'est possible ». Bref, quelque part, il y a pas mal de gens qui ont ironisé par rapport à votre phrase en se disant « Est-ce que c'est pas un peu trop tôt d'aller imaginer l'orientation scolaire, ça a quand même été pas mal repris, rigolé. Bien sûr. Non, mais je suis contente d'avoir fait rire tout le monde. Ce que j'évoquais, c'est le fait que, finalement, on peut casser l'envie d'un jeune très tôt. Et c'est notamment parce que on fait le constat que quand les jeunes, les élèves rentrent en CP, il y a le même appétit pour les maths chez les filles et les garçons. Et au bout d'un trimestre, sans doute, parce qu'on doit porter davantage d'attention à bien interroger les filles comme les garçons, les filles qui lèvent moins la main que les garçons, qu'on envoie souvent les garçons au tableau plus que les filles, que les commentaires, quand vous regardez les commentaires sur les copies, on voit que les garçons sont brillants et les filles sont travailleuses, que très tôt, on peut finalement couper l'envie d'un jeune d'aller vers un métier dans lequel il aurait pu s'épanouir ou une formation dans laquelle ils auraient pu s'épanouir. Voilà, donc c'était le sens de mon propos. Très bien, la réponse est reçue. Une question qui est revenue aussi souvent, est-ce que si le 10 septembre, les gens bloquent vraiment la France, est-ce que les écoles seront fermées? Est-ce que ça, c'est un risque? Non, mais voilà, moi j'appelle chacun à beaucoup de responsabilités dans la période qu'on traverse. Je pense que assurer l'école pour nos élèves, préparer notre jeunesse, on a parlé de l'enjeu d'élever le niveau de nos élèves, de bien les préparer. Donc voilà, permettons à nos enfants, à nos élèves... Vous avez raison, les syndicats, de leur dire... Mais les syndicats n'appellent pas à manifester ou à faire grève le 10 septembre. Et je pense que former notre jeunesse, ouvrir nos écoles, permettre à notre jeunesse d'apprendre, c'est quelque chose d'essentiel.
quelques questions rapides pour conclure cette interview. Il y a quelque chose qui est revenu pas mal dans les commentaires, alors qui peut être pris comme une critique, qui va dire comment répondre aux questions quand on ne maîtrise pas son sujet. Alors j'élargirai peut-être pas forcément à vous, mais de se poser la question de mon expérience de journaliste qui suit la vie politique. Quand on voit par exemple les remaniements gouvernementaux, vous êtes bien placé pour le voir en ayant été Premier ministre, bon, bah, parfois dans les dernières tractations, on voit un ministre qui peut finir au ministère des Affaires étrangères, qui finalement va finir garde des Sceaux, un qui va être ministre de l'Intérieur alors que quelques minutes avant on l'attendait à l'Éducation nationale, et on se dit quelle est la légitimité de ces personnes pour prendre ces portefeuilles gouvernementaux, de se dire finalement est-ce qu'ils sont vraiment experts de ces sujets? Alors peut-être que vos commentaires renvoient au fait que quand j'ai été nommé, j'ai dit je ne suis pas une spécialiste de l'Éducation nationale. Bon, je pense que j'ai été Première ministre, que quand on me donne des dossiers, j'essaie de les comprendre, que j'ai... Mais ça pose question dans le privé, quand on recrute à un poste, on prend des spécialistes du poste, on ne prend pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec les compétences. C'est-à-dire si demain on met juste un ministre des Affaires étrangères... Je ne suis pas sûr, vous savez, que le PDG d'une entreprise, ce soit lui qui va... être le spécialiste de la technologie que propose son entreprise. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous répondez à cette critique qui revient quand même assez souvent? Moi, c'est des arrangements un peu d'appareil politique, de se dire il faut des équilibres politiques, et finalement on met un tel à tel endroit. C'est pas forcément le plus... Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'ai composé mon gouvernement à l'époque. Vous voyez, je pense que quand on avait, par exemple, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est une femme qui est universitaire, chercheuse, voilà, qui est très reconnue, qui a été présidente de l'université de Paris-Saclay. Donc, évidemment, moi, j'ai cherché des profils qui connaissaient les sujets, et par ailleurs, quand on a une certaine expérience en politique, il y a aussi à savoir discuter avec le Parlement, et puis on est là pour s'emparer des dossiers, pour les travailler et s'appuyer sur ses services. Question de Inès qui vous pose, qu'est-ce que vous prévoyez pour lutter contre le nombre de professeurs non remplacés? Alors je sais que c'est un sujet très important, et évidemment, moi je comprends la colère des parents ou la colère des élèves quand parfois il manque dans une discipline essentielle un professeur pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Ce que je peux vous dire, c'est que à la fois le remplacement devrait mieux se passer cette année, puisqu'il y a eu 2 fois moins de postes non pourvus dans les recrutements, notamment pour les professeurs des écoles, et que j'ai demandé au recteur de profiter de la non-suppression de postes dont on a bénéficié en 2025 pour augmenter les effectifs de remplaçants. Donc, du coup, on a toutes les conditions pour que les remplacements se passent mieux pour cette année 25-26. C'était des centaines de questions également, énormément de questions sur l'épreuve anticipée de maths en première. C'est une nouveauté du bac 2026 pour tous les élèves de première en filière générale et technologique qui passeront cette épreuve de mathématiques. En plus du français, beaucoup d'élèves s'inquiètent de changement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds qu'évidemment, leurs professeurs vont les préparer pour passer cette épreuve, mais que je pense que c'était important que, d'une part, on puisse marquer qu'il y a le français qui fait l'objet d'une épreuve anticipée et les maths qui ne font pas l'objet aujourd'hui d'une épreuve anticipée, et que c'est vraiment les savoirs fondamentaux que les élèves doivent maîtriser, et qu'aujourd'hui, on a bien une note de français, mais donc pas de maths, notamment pour Parcoursup. Ça a conduit un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur à se dire on va peut-être mettre des concours à l'entrée pour vérifier le niveau des élèves. Je pense qu'en ayant cette évaluation nationale dans ces 2 disciplines que sont le français et les maths, ça évitera aux futurs étudiants ou bacheliers de devoir passer des concours pour rentrer dans des établissements d'enseignement supérieur. Et ça donnera un repère, une évaluation nationale sur une matière fondamentale. Une question que vous avez une réponse que vous avez un petit peu évoquée. Envisagez-vous des mesures concrètes de reconnaissance et de revalorisation pour les AED et AESH dans les prochains mois? Vous évoquez... Je l'ai dit, il y a un travail en cours qui doit déboucher cet automne pour donner plus d'attractivité à ce métier essentiel des accompagnants des élèves en situation de handicap. Slimane qui vous pose cette question, pouvez-vous diminuer ou supprimer les devoirs à la rentrée? Ça aiderait aux enfants à passer plus de temps avec eux-mêmes et à se reposer ou encore à se divertir. Ça pose toujours la question des rythmes scolaires. Ça pose en effet la question des rythmes scolaires. Vous savez qu'on a mis en place aussi un dispositif devoir fait
qui permet effectivement de quitter le collège, notamment c'est un dispositif qui est systématisé en 6e en ayant fait ses devoirs. Et on parlait de devoirs, mais on peut aussi parler d'une question qui revient énormément pour conclure, c'est celle du poids des cartables. On est en 2025, on parle beaucoup justement des nouvelles technologies, des ordinateurs, etc. Il y a beaucoup d'élèves qui se disent « mais on revient encore avec des sacs qui pèsent très lourd, avec beaucoup de cahiers, beaucoup de livres ». Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer quand même un point qui est quand même aussi fondamental pour la santé des jeunes? C'est un point qui est important pour la santé des jeunes et évidemment on s'en préoccupe. Enfin, vous l'avez dit, je pense que c'est à la fois que les professeurs accompagnent les élèves pour peut-être qu'ils n'emportent pas tous leurs livres à la maison et qu'ils puissent bien remplir le cartable. Et puis, il y a en effet des solutions de dématérialisation d'ouvrages électroniques. Après, on ne peut pas à la fois dire qu'il y a une surexposition aux écrans et on va passer tous les manuels en numérique. Donc voilà, c'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver. Je vais te poser cette question dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée dans ce contexte politique comme un peu inflammable? Écoutez, moi je pense que c'est surtout à notre jeunesse. Moi je voudrais le dire parce que parfois on a l'impression que c'était mieux avant, on entend ça à longueur de journée. Moi je pense qu'on a une jeunesse qui est formidable, qui a beaucoup de talent et j'espère que notamment le nouveau plan que j'ai mis en place sur l'orientation permettra à chaque jeune de pouvoir valoriser pleinement ses talents et trouver sa voie. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, d'avoir été avec nous sur Brut pour répondre à mes questions. Une interview que vous pourrez retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube de Brut et évidemment des extraits que vous pourrez retrouver sur Instagram, TikTok, X, bref sur tous les réseaux sociaux de Brut pour ce nouveau format qu'on vous propose en cette rentrée 2025. Une interview politique dans un contexte, vous l'avez compris, chargé, un peu inflammable. Je ne sais pas quel autre terme vous me donneriez, vous pourriez me souffler pour... comme terme un peu de rentrée? C'est un contexte stimulant. Contexte stimulant, on essaiera d'être stimulant tout au long de l'année pour vous proposer des contenus intéressants, pédagogiques et aussi, durant toutes ces semaines à venir, de vous expliquer avec toutes les équipes de Brut, sur tous les formats que vous pourrez retrouver, des contenus explicatifs pour comprendre ce qui est aussi en train de se jouer à l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, l'impact aussi que ça peut avoir sur notre vie politique. Bref, vous retrouverez tout ça sur Brut avec très grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Brut.